Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 12 février 2024. À l'une de l'actualité de ce jour, la prise de parole du président de la République, Andry Rajoelina, durant le 11e sommet mondial des gouvernements est attendue demain, 13 février. Mais pour aujourd'hui, le président a déjà tenu une double rencontre, notamment en matière de coopération pour le développement de Madagascar. Judika Ranjanirin sur les images de Andry Rajoelina. Madagascar n'est pas seulement un invité à ce sommet mondial des gouvernements à Dubaï, mais un participant à part entière. À preuve, l'agenda du président Andry Rajoelina qui a été chargé rien qu'en cette première journée. En effet, il a assisté dans la matinée à la cérémonie d'ouverture officielle en tant qu'invité d'honneur. Des réunions ont également eu lieu dans le cadre du renforcement de la coopération avec nos partenaires du Moyen-Orient. La participation du président Andry Rajoelina et les réunions qui ont eu lieu et qui vont se tenir à Dubaï s'inscrivent dans la continuité des discussions et des réunions qui ont eu lieu précédemment pour la réalisation de la vision du développement de Madagascar. La cérémonie d'ouverture du 11e sommet mondial des gouvernements s'est révélée immense et importante. Dans la matinée, le président rwandais Paul Kagame, le président de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus et de nombreux dignitaires ont pris la parole. Et l'un des plus attendus est le discours du président Andry Rajoelina qui aura lieu demain après-midi. Le président de la République Andry Rajoelina est venu au sommet pour établir la coopération dont Madagascar a besoin avec ses partenaires au début de son deuxième mandat. À cet effet, aujourd'hui, le président de la République a tenu une rencontre avec les hauts responsables des Émiratis. La promotion du secteur de l'énergie, avec l'approvisionnement d'électricité, celle du tourisme, notamment l'instauration des grands hôtels dans le pays, le transport aérien, l'agriculture, le commerce et l'industrie ont été évoqués lors de ces rencontres qui se sont tenues dans le cadre d'une continuation des rencontres qui ont déjà eu lieu auparavant, comme la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis lors de la COP28. Ainsi, pour encourager les investisseurs émiratis, un accord en matière de coopération économique sera signé. Les relations diplomatiques ont également été discutées, avec notamment l'installation d'une ambassade à Madagascar. De nombreuses collaborations sont attendues après ce sommet de Dubaï, car le président Andry Rajoelina interviendra et discutera des défis majeurs de Madagascar, ainsi que des efforts de la nation pour son développement. Il est également espéré que de nombreuses signatures seront effectuées durant les 3 jours de ce sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Le président de la République fera son allocution demain 13 février, 15 h à Dubaï ou 16 h heure locale. La CENI propose la date du 29 mai pour la tenue des élections législatives et le 6 novembre pour les élections communales et municipales. Le montant de la caution des candidats au poste maire et de conseillers municipaux reste inchangé, tandis que pour les candidats aux législatives, elle sera de 10 millions d'ariars. Les dates seront proposées au gouvernement qui aura le dernier mot. Reportage de Céline Ranirland. La Commission électorale nationale indépendante propose la date du 29 mai pour la tenue des élections législatives et le 6 novembre pour les élections communales et municipales. En attendant l'élection de leurs successeurs en novembre, les maires et conseillers municipaux en place pourront continuer à assurer leurs fonctions comme prévu dans l'article 14 jusqu'à l'article 50 de la loi relative aux collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes selon la HCC. Pour les élections législatives, la CENI indique respecter les dispositions constitutionnelles qui prévoient que le scrutin soit organisé 40 jours avant la fin du mandat des députés en exercice qui est prévu au 1er juillet. Si la caution des candidats au poste de maire et conseiller reste inchangée, pour les candidats à la députation, elle sera de 10 millions d'ariars. Les dates sont proposées au gouvernement qui aura le dernier mot. Concernant les actualités météorologiques, Météo Madagascar annonce toujours de fortes pluies durant cette semaine, notamment dans la partie nord et nord-ouest de la Grande Île. À cet effet, les districts d'Andap, Maïvatanan et Tsaratanan sont placés en alerte jaune de fortes pluies, si les districts de Madang, d'Andilamé et Marvoy, ainsi que les régions Sofia et Diana sont en alerte verte. Anna Martina. Les fortes pluies se poursuivront, notamment dans la partie nord et ouest de l'île, pour les 4 prochains jours, selon le service de la prévision météorologique aujourd'hui.
Les pluies persisteront jusqu'au 15 février pour les régions Sofia, Diana, Bouin, ainsi que les districts d'Andap, Indilamein et Marvoy, tandis que pour les districts de Maïvatanan et Tsaratanan, ce sera jusqu'au 14 février. Ces orages peuvent engendrer des cumuls de précipitations de 90 mm en une journée, selon Météo Madagascar, et risquent de perturber la vie quotidienne de la population, notamment à cause de la montée des eaux de rivière, la stagnation des eaux pluviales ou encore le glissement de boue et de terre. Face à cela, les districts d'Andap, Maïvatanan et Tsaratanan sont placés en alerte jaune de fortes pluies si les districts d'Indilamein, Mahdzang et Marvoy, ainsi que les régions Sofia et Diana, sont en alerte verte. La population dans ces localités sont donc exhortées de suivre toutes les instructions données par les autorités afin de prévenir tout danger. Dans un tout autre sujet, la délégation du gouvernement conduite par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidniafra Vukac, a effectué une visite aujourd'hui au Fukuntan de Soavenimern, commune de Maït, district d'Ambouidjachim. L'objectif étant d'échanger et d'informer les habitants sur le projet du président de la République, Nkounanamiarn. Mervoulatsferen nous en dit plus. Maït est l'une des communes où sera installé le projet du président de la République, Nkounanamiarn. Ce projet sera mis en œuvre dans le Fukuntan de Soavenimern sur 2 terrains domaniaux d'environ 120 hectares. Il s'agit d'un projet qui touche directement la population et apportera des bénéfices, du progrès et du développement. Parmi ceux qui peuvent bénéficier du projet figurent les résidents qui répondent aux critères exigés. Le projet Nkounanamiarn vise à fournir des maisons, des terres à cultiver, des semences, de l'eau et des produits de première nécessité pour permettre à la population de survivre et de se redresser. Lors de la visite du représentant du gouvernement, les préoccupations et les questions des habitants autour de ce projet ont été immédiatement répondues par le biais d'un échange entre les deux parties. Le projet Nkounanamiarn est en cours d'analyse technique actuellement et les départements ministériels impliqués dans le projet travaillent ensemble pour sa mise en œuvre. Il est certain que ce projet accélérera le développement de Maït et du Fukuntan de Soavenimern. À noter que ce Fukuntan est l'un des bénéficiaires des différents projets de développement du gouvernement, tels que l'approvisionnement en électricité à travers le projet LIT et l'approvisionnement en eau potable. Ensuite, le gouvernement continue de renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la partie sud de l'île à travers de nombreux projets et d'infrastructures. L'un d'eux à la création de la banque alimentaire destinée à promouvoir l'agriculture, l'élevage et le développement économique d'un district. Le district de Béchouk a la sienne actuellement. Reportage de Anna Martina et Kevin Ravon-Larson. Outre les impacts néfastes du changement climatique, entraînant l'insécurité alimentaire dans la partie sud de l'île, les agriculteurs de cette localité ont également des difficultés sur le stockage de leurs produits ainsi qu'à leur gestion. Ainsi, pour le district de Béchouk, dans la région d'Annos, la mise en place d'une banque alimentaire aidera grandement les agriculteurs locaux dans le stockage des produits, notamment les semences, mais également afin de contrôler le prix de leurs produits. La banque alimentaire installée par le gouvernement pour le district de Béchouk peut contenir jusqu'à 250 tonnes de riz et de semences. Il est important pour la partie sud de l'île de disposer d'une telle infrastructure afin de faire face aux problèmes causés par la sécheresse et entraînant l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, la mise en place du programme FIEM, qui vise à octroyer de manière compétitive des fonds de contrepartie pour appuyer des projets d'investissement privés structurant dans le secteur de l'agribusiness, aidera également les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs de la région d'Annos. De nombreuses infrastructures ont été inaugurées et remises au district de Béchouk lors de la visite du gouverneur dans ce district ce week-end. Par ailleurs, environ 2000 enfants vulnérables ont également bénéficié de repas chauds dans le chef-lieu de Béchouk en collaboration avec le CPGU. Toujours dans cette partie sud de l'île, l'armée malagasy offre pendant 2 jours des soins de santé gratuits dans la région de Ménabé. Cet appui sanitaire s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale du capital humain ainsi que dans la réponse aux demandes des populations durant la conférence sur la paix et la sécurité qui s'est tenue à Morondave. Mervoulatsferen. Les soins de santé gratuits pendant 2 jours pour la population de Ménabé entrent dans le cadre des 100 jours du ministère des Armées. Des actions comme celle-ci qui accordent une importance particulière, l'action civilo-militaire menée par l'armée malagasy sont à la fois un soutien sanitaire à la population et la mise en œuvre des 3 piliers de la politique gouvernementale.
28 médecins militaires et 6 infirmiers sont en charge de l'opération, en plus d'autres personnes qui les assistent. Ils fournissent de nombreux soins de santé à la population du MENA Bay, tels que des diagnostics généraux, des traitements et des médicaux gratuits. Le diagnostic de maladies particulières, dont l'examen ou le traitement est coûteux et qui constitue souvent un obstacle pour lequel personne ne consulte un médecin, figure également parmi leurs offres. Ceux concernant les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies bucco-dentaires, les maladies maternelles et infantiles, jusqu'à la chirurgie et d'autres maladies sont parmi les soins sanitaires effectués par les médecins militaires de l'hôpital militaire de Swavnadjin et de l'hôpital militaire d'Ampaïbé qui participent à cet événement organisé par le ministère des Armées dans la région du MENA Bay. Dans le cadre de la mise en œuvre du 3e pilier établi par le président Anchradouel, la bonne gouvernance, le ministre de la Justice a effectué une visite inopinée à Tiafa la semaine dernière. En outre, le ministère a également effectué son reboisement à Tiafa et 2000 jeunes plantes ont été mises sur terre sur 1 hectare de terrain. Roud Christelle Rakout-Malal. Dans la soirée du mardi dernier, le ministre de la Justice, Rajamanatena Souland Boulatine, a effectué une visite inopinée à la prison de Tiafa pour y consulter le registre et compter les prisonniers. Cela s'est poursuivi mercredi. Les données en possession du tribunal et ceux de la prison d'Adanmour ont été comparés et les prisonniers ont fait chacun l'objet d'une enquête. Les représentants des détenus ont déclaré que la façon dont ils sont traités se sont améliorés et ils estiment que leurs droits sont désormais respectés. D'après la ministre, la mise en œuvre du 3e pilier établi par le président de la République Anchradouel, qui est la bonne gouvernance, en est la raison. Mais il y a également la poursuite de la mise en œuvre de la politique pénale qui a porté ses fruits à la prison d'Adanmour. Par ailleurs, le ministère de la Justice a effectué un reboisement à Tiafa vendredi dernier. 100 arbres fruitiers, 1000 eucalyptus et 900 acacias ont été plantés sur un terrain de 1 hectare. Elle a exhorté à la surveillance des arbres plantés. Selon les statistiques, le précédent reboisement a connu un taux de réussite de 80%. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, de nouveaux otages ont été tués et 8 autres gravement blessés dans des bombardements israéliens à Gaza, rapporte le Hamas dimanche. Le Premier ministre israélien, quant à lui, persiste dans sa volonté de lancer une offensive militaire contre Rafah dans l'extrême sud de la bande de Gaza où le Hamas redoute des dizaines de milliers de morts et de blessés. Reportage sur les images de France 24. Nous sommes en bordure de Rafah, sur les rives de la Méditerranée. Des tentes à perte de vue sur le sable. Pour ces familles palestiniennes, l'endroit le plus sûr est de vivre parmi les morts. Des refuges de fortune au pied d'un cimetière improvisé avec des briques de béton. Ici, les morts sont chaque jour plus nombreux. Des images tournées par des journalistes palestiniens. Comme les médias internationaux, les équipes de France 24 n'ont pas d'accès à Gaza. Mahmoud leur a confié vivre dans la peur de l'instant. J'envie les morts, parce qu'ils sont mieux que nous maintenant. Nous vivons chaque seconde dans l'horreur, la douleur, la torture, la souffrance et la confusion. Parce que nous ne savons pas quand la guerre se terminera. La crainte d'une offensive terrestre sur Rafah depuis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée d'élaborer un plan de destruction du Hamas et d'évacuation des civils. Ils sont désormais près d'1,5 million à s'entasser ici, dans cette ville de l'extrême sud de la bande de Gaza. La famille Hanoun a déjà été déplacée à plusieurs reprises après avoir fui sa maison à Gaza au début de la guerre. Avec d'autres déplacés, elle vit ici dans une ferme avicole à l'abandon où les poulaillers font office de dortoir. L'endroit est très mauvais. L'eau nous ruisselle dessus. Il y a de l'humidité. Le froid est très pénible pour les enfants, les personnes âgées et les malades. L'ONU a déjà mis en garde contre toute évacuation forcée d'une population vivant déjà dans des conditions humanitaires désastreuses où le manque d'eau et de nourriture est quotidien. Comme beaucoup, Hussam et sa famille survivent sous une tente de fortune. Avec un peu d'imagination, lui a trouvé un moyen insolite pour produire de l'électricité.
Nous avons passé les 20 premiers jours dans l'obscurité. Il faisait très sombre la nuit. Alors je suis allé au marché de la ferraille et j'ai trouvé ces ventilateurs. Je les ai pris et j'ai pensé que je pouvais faire un moulin à vent qui pourrait produire de l'électricité. Un peu de lumière dans une existence de plus en plus sombre pour ces déplacés de Rafah dont la vie est désormais en suspens. En déplacement dimanche à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé une révision constitutionnelle visant à supprimer le droit du sol sur l'île. Une déclaration qui intervient dans un contexte de crise migratoire à Mayotte, où des collectifs citoyens organisent des barrages routiers pour protester contre l'insécurité et l'immigration clandestine. France 24. Le ministre de l'Intérieur vient à peine d'arriver et soudain, la tension monte. Des dizaines de Mahorais exigent des mesures fortes face à la crise qui touche le département. Le gouvernement doit résoudre le problème d'insécurité et de l'immigration non contrôlée. Chaque jour qui passe, il y a des Mahorais qui meurent, il y a des gens qui meurent ici pour toute cette délinquance, ces violences. Donc on en a marre, on veut des actions concrètes maintenant. Pour Mayotte, Gérald Darmanin propose donc un remède choc. Changer les règles de naturalisation, fin du droit du sol. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Que dit le droit du sol à Mayotte? Les enfants de parents étrangers nés sur le territoire deviennent français à l'âge de 18 ans s'ils ont vécu au moins 5 ans ici. Le père ou la mère doit avoir résidé en France au moins 3 mois au moment de la naissance de leur bébé. Alors faut-il supprimer ce droit sur une partie du territoire français? Oui, dit l'extrême droite. La gauche pointe au contraire un risque précis. Que cette exception, après, se généralise sur d'autres territoires où on trouvera toujours des bonnes raisons pour dire qu'il faut arrêter avec le droit du sol. Et on reviendra sur, j'allais dire, un des grands acquis de notre République depuis qu'elle est née. Nous avons demandé la fin du droit du sol à Mayotte, donc on s'en réjouit, mais on sait très bien que ce n'est qu'un début, et encore une fois, il y a un chemin long, le temps que ça s'applique, et c'est pour ça que nous, on préférait un référendum pour pouvoir revoir l'ensemble de la politique migratoire. À Mayotte, les étrangers représentent la moitié de la population, c'est 6 fois plus que la moyenne nationale. La suppression du droit du sol, cette lutte contre l'immigration clandestine en provenance des Comores, devra donc passer par un changement de la Constitution. Le gouvernement présentera une loi d'urgence avant l'été et il promet des opérations de police sur tout le département. Concernant les actualités de la CAN, dès le coup de sifflet final, les supporters de la Côte d'Ivoire ont laissé éclater leur joie et leur émotion au stade d'Embibé. Mais au moment de célébrer le titre, beaucoup ont une pensée pour le Maroc qui a permis leur repêchage alors qu'ils étaient au bord de l'élimination et pays hôte de la prochaine CAN. Reportage signé France 24. La Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, une finale qu'elle jouait contre le Nigeria. Victoire 2-1 des éléphants qui étaient dominés 1-0 à la 38e minute, mais qui ont su reprendre le dessus en deuxième mi-temps. Début signé Franck Kessié et Sébastien Haller. Et en Côte d'Ivoire, on l'imagine, les supporters sont fous de joie. Cette victoire à domicile, ils l'espéraient et ils n'y ont peut-être pas toujours cru vu le parcours mouvementé de leur équipe. On écoute les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'est l'explosion de joie ici à Abidjan. On constate des scènes de liesse absolument extraordinaires, des feux d'artifice, des fumigènes, des vuvuzela et puis surtout des chants et de la danse. Ce soir, on se doute que la fête va durer jusqu'à très tard dans la nuit. Alors les Ivoiriens vont pouvoir conserver cette coupe de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. C'était l'objectif. L'objectif est rempli ce soir. Il faut dire qu'ils ont fait un très beau match. Ils dominaient largement pendant la première mi-temps, mais ils ont néanmoins encaissé un but. Et puis pendant la deuxième mi-temps, Kessié est venu égaliser avant que Sébastien Haller marque le deuxième but qui a généré littéralement des scènes d'hystérie, une explosion de joie ici dans le quartier de Blocos dans lequel nous nous trouvons à Abidjan. Et on se doute vraiment que la fête durera jusqu'au bout de la nuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.